Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, accrochez-vous, car l'épisode 326 de Plus belle la vie saison 2, diffusé en avance ce mardi 6 mai 2025 sur TF1, s'annonce intense, bouleversant et décisif. Cet épisode marque un véritable tournant pour plusieurs personnages majeurs, et les émotions sont à leur comble. Dès les premières scènes, le face-à-face entre Steve et son père Sébastien nous plonge dans une tension palpable. Un secret médical dévastateur éclate, la maladie de Fabry. Une pathologie rare, incurable, que Sébastien avait soigneusement cachée. Mais ce n'est que le début. Steve découvre l'ampleur du mensonge, et ce qu'il pensait être une réconciliation sincère pourrait bien n'être qu'une manipulation de plus. En parallèle, Chloé Valère retrouve la liberté, après des mois derrière les barreaux. Sa sortie est émouvante, mais aussi incertaine. Entre le besoin viscéral de retrouver sa fille et la réalité brutale des procédures sociales, elle va devoir tout reconstruire pas à pas. Heureusement, Luna est là, fidèle, protectrice, mais aussi lucide, pas question de brûler les étapes. Mais ce n'est pas tout. Au Mistral, l'ombre de la maladie plane aussi sur Hector, qui prépare en secret sa disparition. Blanche tente de le retenir à la vie, tandis que Vanessa, bouleversée, découvre un courrier glaçant, tout est prévu. Jusqu'aux frais de fin de vie. Pourquoi ce silence? Que cache vraiment Hector? Et que fera-t-il lorsqu'elle apprendra toute la vérité? Enfin, un coup de théâtre vient clore l'épisode sur une note aussi forte que déroutante. Steve annonce qu'il veut donner un rein à son père. Un geste d'amour, ou le piège ultime d'une relation toxique? Car derrière l'émotion, le doute grandit. Sébastien manipule-t-il son fils jusqu'au bout? Entre trahison, vérité médicale, manipulation psychologique et combat pour la rédemption. Cet épisode vous tiendra en haleine de la première à la dernière minute. Préparez-vous, car rien ne sera plus jamais comme avant au Mistral. Dans la chambre d'hôpital baignée d'une lumière blafarde, Sébastien est allongé, le teint pâle, affaibli. Steve, assis à son chevet, le fixe avec insistance. Il a besoin de comprendre, de savoir ce que son père lui cache encore. Dis-moi la vérité, papa. Qu'est-ce que t'as vraiment? Sébastien esquisse un sourire fatigué. Sa voix est basse, presque rauque. On m'a diagnostiqué la maladie de Fabry. Steve reste figé. Il ne connaît pas cette maladie. Il fronce les sourcils, troublé. Sébastien détourne les yeux, puis souffle. Peut-être que j'ai déjà un pied dans la tombe? Va savoir. Mais je veux pas que tu me vois comme ça. Il tourne à nouveau la tête vers son fils, le regard mouillé d'émotion. Ce que je veux, c'est que tu m'aides à la vaincre. Toi. Tu peux m'aider à tenir. Steve tente de sourire, malgré la peur qui lui tord les entrailles. Mais Sébastien ferme doucement les yeux, l'air épuisé. Là, je suis trop HS. Je préfère dormir un peu. Steve quitte la chambre à contre-cœur, l'esprit embrumé. Il descend quelques étages, et retrouve Viviane près de l'accueil. Le regard inquiet, il l'interpelle. Maman, t'es infirmière. Tu pourrais pas demander à un médecin ce que c'est, exactement, cette maladie? Viviane le regarde avec douceur, mais aussi fermeté. Steve, je ne suis pas magicienne. Et je n'ai pas accès au dossier médical de ton père. Même en étant soignante. Steve baisse les yeux, frustré. Le sentiment d'être une nouvelle fois mis à l'écart par cet homme qu'il essaie pourtant de croire. Et dans ce flou, une angoisse sourde grandit en lui. Et si tout cela n'était qu'une autre histoire tordue de Sébastien Rivoire? Devant les grilles du centre pénitentiaire, l'air est chargé d'émotions. Chloé Valère franchit enfin le seuil de la prison. Libre après de longs mois d'enfermement. Le regard tourné vers l'horizon, elle inspire profondément, comme pour retrouver le goût de la vie. C'est alors que Luna apparaît. Un large sourire sur le visage. Dès qu'elle aperçoit Chloé, elle s'avance à grands pas et la serre aussitôt dans ses bras, avec une chaleur sincère. T'es là, s'exclame Luna. Les yeux brillants. T'imagines pas comme je suis contente de te voir dehors? Chloé éclate d'un rire nerveux, encore chamboulée par l'instant. J'y crois pas moi-même.
C'est comme si tout était flou. Quelques heures plus tard, elles sont attablées en terrasse au Mistral. Le soleil brille, les rires fusent. Et l'assiette de Chloé déborde de plats qu'elle dévore avec enthousiasme. Non mais sérieux, ça, c'est un vrai repas. Pas comme la bouillie qu'on nous servait là-dedans. Plaisante-t-elle? Une bouchée à la main. Luna la regarde avec affection, heureuse de voir son amie sourire à nouveau. Entre deux fourchettes, Chloé lui confie ses priorités. Maintenant, je dois me trouver un appart et récupérer ma fille. Je veux que ça aille vite. Je veux la retrouver. Luna, touchée, hoche la tête sans hésiter. Et pour le boulot, je vais t'aider. Au pavillon des fleurs, il y aura toujours une place pour toi. On va t'accompagner, pas à pas. Chloé relève la tête, émue. Elle n'a pas encore tout reconstruit, mais elle n'est plus seule. Grâce à Luna, une vraie chance s'ouvre devant elle. Sur la place du Mistral baignée de lumière, Blanche aperçoit Hector assis seul à une table. Il semble pensif, le regard perdu dans le vide. Lorsqu'elle s'approche, il se redresse aussitôt, son visage s'éclaire d'un sourire fragile. Blanche s'installe face à lui. Un silence doux s'installe, chargé de tout ce qui n'a pas encore été dit. Je comprends ta décision, Hector, mais je la trouve extrême, murmure-t-elle, la voix tremblante. Hector la regarde intensément, puis attrape doucement sa main. Je t'aime, Blanche. Et justement parce que je t'aime, je ne veux pas que tu sois témoin de ma déchéance. Je ne veux pas que tu vois ce que la maladie va faire de moi. Ses yeux brillent d'émotion. Blanche secoue la tête, les larmes au bord des paupières. Mais moi, je ne veux pas passer à côté de ce qu'on vit. Ce qu'on a, c'est rare. Tu es là, maintenant, avec moi. Et je veux en profiter tant qu'on peut. Elle se penche vers lui, pose un baiser léger sur sa joue. Puis, dans un élan spontané, elle sort son téléphone. Allez, souris. Je veux garder ce moment. Hector esquisse un sourire attendri. Ils collent leurs visages, et cliquent un selfie les capture, plus amoureux que jamais. Deux âmes liées, malgré la peur. Malgré le compte à rebours. Ensemble, ici et maintenant. Dans la petite chambre d'hôtel plongée dans la pénombre, Steve fait les 100 pas. Il se retourne brusquement vers Jules, assis sur le lit. Le regard inquiet. Il est venu me retrouver parce qu'il est en train de crever, Jules. Lâche-t-il brutalement, la gorge nouée. Sébastien est malade. Gravement malade. Jules le fixe sans comprendre, mais Steve enchaîne. J'ai craqué son dossier médical. J'avais besoin de savoir. Il sort une tablette de son sac, l'ouvre d'un geste fébrile. Et affiche les documents récupérés. Les deux amis se penchent ensemble sur l'écran. Et là, le verdict tombe. Atteinte rénale sévère, stade 5, murmure Jules, le souffle coupé. Il a la maladie de Fabry. Un silence pesant s'abat sur la pièce. Steve reste figé. Il vient de comprendre l'ampleur de ce que son père traverse, et ce qu'il lui cache. Plus tard, Steve pousse la porte du cabinet médical, visiblement nerveux. Gabriel l'accueille, surpris de le voir seul. Je voulais te poser quelques questions, sur des trucs médicaux, dit Steve. En cherchant ses mots. Il tend les documents à Gabriel, qui les parcourt rapidement. Son visage se ferme peu à peu. C'est grave. Très grave, souffle-t-il. S'il ne suit pas ses dialyses régulièrement, il prend des risques énormes. Ça peut mal tourner très vite. Steve baisse les yeux, conscient que Sébastien a déjà esquivé plusieurs séances. Gabriel poursuit, plus grave encore. Ce qui pourrait vraiment le sauver, c'est une greffe. Mais encore faut-il qu'il accepte d'entrer dans ce parcours. Steve serre les dents. L'émotion monte, mêlée de colère, d'impuissance et de culpabilité. Sébastien joue avec sa vie, et Steve, malgré tout ce qu'il sait, se demande s'il est prêt à le sauver. Sous le ciel clair de Marseille, Blanche rejoint Hector sur la place du Mistral, un sourire plein d'éclat accroché aux lèvres. Dans sa main, elle tient un petit dépliant froissé. Visiblement excitée par une idée.
J'ai une proposition à te faire, dit-elle en s'asseyant à côté de lui. J'ai trouvé un petit hôtel, absolument adorable. C'est à Le Castellet? Un village en pleine colline, au milieu des bougainvilliers? Elle s'interrompt, guettant sa réaction. Hector tourne la tête vers elle, intrigué. Dans ses yeux, une lumière s'allume. On partirait quand? Dès demain, si tu veux. À ce moment précis, le téléphone d'Hector vibre dans sa poche. Il le sort, voit le nom affiché, Vanessa. Il hésite une seconde, puis ignore l'appel et range le téléphone sans un mot. Un sourire espiègle se dessine sur son visage. Il tend la main à Blanche, comme un gamin prêt à fuguer. L'aventure n'attend pas. Blanche éclate de rire, touchée. Ils se regardent longuement, en silence, comme pour graver cet instant suspendu. Loin de la maladie, des décisions douloureuses. Des adieux trop tôt évoqués. Il n'y a plus que le présent. Et cette envie irrépressible de vivre, ici, maintenant. Dans le salon, le silence est pesant. Vanessa tient une enveloppe ouverte entre ses mains, les doigts crispés sur le papier. Son regard, rivé sur le contenu du courrier d'Hector, trahit un mélange de stupeur et d'incompréhension. Ulysse, debout derrière elle, observe la scène avec inquiétude. « T'as lu son courrier ?» demande-t-il, interloqué. Vanessa, c'est hyper intrusif. Mais elle ne l'écoute qu'à moitié. Son regard glisse à nouveau sur les lignes nettes, presque froides, d'un document minutieusement préparé, coordination avec une clinique, directive en cas d'urgence. Provision bancaire, jusqu'aux frais liés à son décès. Tout est prévu. Anticipé. Tu trouves pas ça étrange, souffle-t-elle enfin. Il a prévu tous ses frais de fin de vie. Comme si tout était déjà décidé. Ulysse s'approche lentement, plus grave. Ça cache quelque chose. Conclut Vanessa, la gorge serrée. Elle serre les papiers contre elle. Ce n'est plus seulement de la curiosité. C'est de l'inquiétude profonde. Quelque chose se prépare. Quelque chose qu'Hector leur cache. Et elle sent, au fond d'elle, que le temps est compté. Dans la voiture arrêtée devant un feu rouge, Chloé fixe le GPS sur son téléphone, les mains tremblantes. Elle tourne brusquement la tête vers Luna, assise au volant. « Tu peux m'emmener à cette adresse ?» demande-t-elle d'une voix étranglée. Luna jette un rapide coup d'œil à l'écran. Elle lit l'adresse, et son visage se fige. C'est la maison de la famille d'accueil, non? Chloé acquiesce en silence, le regard baissé. Elle tente de se justifier, les yeux embués d'émotion. Elle me manque. Luna. Ma fille me manque tous les jours. J'ai besoin de la voir. Juste, la voir. Luna freine doucement la voiture sur le bas-côté. Elle éteint le moteur. Se tourne vers son amie avec douceur mais fermeté. Je comprends. Mais c'est pas comme ça que tu vas la récupérer. Chloé encaisse, silencieuse. Luna poursuit. La voix calme mais pleine de conviction. Si tu veux vraiment la retrouver, faut faire les choses bien. Un boulot, un toit, un cadre. C'est comme ça que tu pourras lui prouver que t'es prête. Chloé ravale ses larmes, la mâchoire crispée. L'élan du cœur se heurte à la réalité froide des procédures. Mais Luna, en amie fidèle, est là pour la tenir debout, même si ça fait mal. Je t'aiderai. Promis. Mais pas en brûlant les étapes, murmure Luna. Chloé hoche lentement la tête. Elle sait qu'elle n'a pas le choix. Pour sa fille, elle devra reprendre le combat. Pas par l'émotion, mais par la reconstruction. Dans un coin discret du Mistral, Jules retrouve Aïssé et Viviane, les traits tirés, l'air grave. Il leur tend une enveloppe remplie de notes, de documents imprimés, de témoignages. J'ai tout recoupé. Ce que j'ai trouvé sur Sébastien est encore plus trouble que ce qu'on pensait. Viviane fronce les sourcils. Il a arnaqué d'autres femmes? Jules hoche la tête. Oui. Mais il y a un truc que je trouve étrange, et si c'était lui qui avait tout organisé? Et s'il s'était débrouillé pour que Steve découvre la vérité, au moment exact où il apprend qu'il est malade? Aïssé blêmit.
Tu crois qu'il a tout mis en scène pour gagner sa confiance? Un silence lourd s'abat. La question est lancée, et personne ne peut y répondre. Mais le doute, lui, s'installe profondément. Pendant ce temps, devant l'hôpital, le soleil tape sur l'asphalte. Sébastien, vêtu simplement, sort enfin, encore affaibli. Steve l'attend, les bras croisés, le regard déterminé. Je t'attendais. Sébastien esquisse un sourire fatigué. J'ai pris une décision. Une grande, lance Steve sans détour. Il marque une pause, le regard planté dans celui de son père. Je te dois la vie. Alors je veux sauver la tienne. J'ai décidé de te donner un rein. Sébastien reste figé. Ses lèvres bougent sans qu'aucun mot ne sorte. L'émotion le submerge. À la fois bouleversé, et peut-être hanté par ce que Steve ne sait pas encore. Dans ses yeux passe une lueur trouble, est-ce de la gratitude sincère, ou le poids d'une manipulation qui va trop loin? Et voilà, c'est la fin de cet épisode bouleversant et chargé de tensions de Plus belle la vie du mardi 6 mai 2025. Entre révélations médicales déchirantes, retrouvailles poignantes, secrets inavouables et décisions extrêmes, cet épisode nous plonge au cœur des émotions les plus intenses du Mistral. Alors, Sébastien dit-il toute la vérité à Steve? Peut-on croire à sa sincérité ou assiste-t-on à une ultime manipulation? Et du côté de Chloé, parviendra-t-elle à reconstruire sa vie et retrouver sa fille, malgré les obstacles? Quant à Hector, prépare-t-il vraiment sa disparition? Les réponses s'annoncent cruciales dans les prochains épisodes. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce revirement dramatique et de la décision de Steve, auriez-vous fait ce choix à sa place? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains résumés exclusifs. À très bientôt pour la suite, et croyez-moi, le Mistral n'a pas fini de nous secouer.